Bien, bonjour à toutes et à tous. Il y a encore des personnes qui arrivent, je vais les admettre au fur et à mesure. Je suis Julie Wozniak, je suis coordinatrice nationale des préac à l'INSEAC et je vais vous accompagner pendant 1h30, si vous le voulez bien, sur ce temps partagé. Alors, je vous remercie vivement pour votre présence à tous à ce webinaire. Vous êtes nombreux, hein. Ce webinaire qui s'intitule « Se former en EAC avec les formations nationales préac », qui a été organisé dans le cadre du lancement de la saison de formation nationale 2025-2026. Alors, ce temps va nous permettre, je l'espère, nous l'espérons, de vous fournir les clés pour la compréhension générale d'un préac, des formations nationales en particulier qu'il propose et d'avoir un panorama complet des 18 rendez-vous de l'année. Avant toute chose, quelques précisions techniques. Ce webinaire est enregistré pour pouvoir profiter aux absents. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous demanderai de bien vouloir couper vos caméras, qu'on ne distingue pas vos visages. On ne verra de toute façon pas votre nom. Veuillez couper également vos micros. Alors, je l'ai fait là par principe. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les noter dans le chat. Ceci dit, des temps de questions-réponses sont régulièrement proposés. Il y en a 3 à l'issue de chaque partie. Vous pourrez alors ou poser vos questions ou lever la main pour prendre la parole. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par des représentants du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y aura donc Aurélia Vesperini, qui est chargée de mission éducation artistique et culturelle, enfance et adolescence, au sein de la Direction générale de la démocratie culturelle, de l'enseignement et de la recherche, la toute nouvelle DGDCER. Je suis également accompagnée de Aude Gérard, pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est responsable des formations EAC au sein de la mission éducation artistique et culturelle, la MEAC, à la DGESCO. On sera rejoint également en cours de webinaire pour une partie très spécifique sur l'inscription des stagiaires éducation nationale par Jean-Michel Platier, adjoint au chef de bureau au bureau de la formation des personnels enseignants et d'éducation, et Nathalie Morand, chargée d'études et d'ingénierie de formation dans ce même bureau. Je les remercie d'être ici et je les invite à prendre la parole dès qu'ils le souhaitent, évidemment, puisque ce webinaire est co-animé. Bien, pour vous donner une vision plus claire de notre temps ensemble, voici le déroulé de ce webinaire. Nous allons d'abord aborder, dans une première partie et pendant une quinzaine de minutes, qu'est-ce que c'est qu'un préac, qu'un pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi ils existent? Quels sont leurs objectifs, leurs missions? Ce sera l'occasion de poser des bases pendant ces 15 premières minutes. Vous aurez ensuite un temps de questions-réponses, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Ensuite, on passera dans une deuxième partie sur un bloc d'une quinzaine de minutes environ. Et moi, j'autorise. Voilà. Je dis donc, nous intéressons ensuite aux formations nationales préac, sur lesquelles je vous présenterai les objectifs généraux, les publics concernés par ces formations, les contenus, les méthodes utilisées et bien sûr les modalités de participation et d'inscription à ces formations. Toujours un temps de questions-réponses qui vous sera proposé. Et enfin, nous prendrons 30 minutes pour vous présenter la saison de formation 2025-2026, où j'aurai le plaisir de vous faire découvrir les 18 rendez-vous qui sont proposés cette année, leurs thématiques, leurs formats et leurs objectifs. L'idée générale, c'est que vous puissiez repartir de ce webinaire avec une compréhension claire à la fois de ce qu'est un préac, leur rôle dans le paysage de l'éducation artistique et culturelle en France et des opportunités très concrètes qui s'offrent à vous cette année grâce aux formations nationales qui sont proposées. Donc, comme je vous le disais, en guise de préambule, je vous propose d'entrer dans la première partie de ce webinaire qui est consacrée au préac, au pôle de ressources donc, pour l'éducation artistique et culturelle. Ceci étant dit, je continuerai à employer l'acronyme, si vous me le permettez, qui est beaucoup plus court. Dans cette séquence, je vais répondre à plusieurs questions de base. Nous allons répondre, parce que j'espère être rejointe par Aurélia Vesperini et Aude Gérard, qui apporteront leurs expertises spécifiques à leur endroit.
On va donc se questionner sur je vais vous présenter qu'est-ce qu'un préac, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs impliqués. Ensuite, nous parlerons des missions et des enjeux de ces préacs-là, et puis les outils et les actions qu'ils mettent en place concrètement. Enfin, on verra le panorama de ce que sont les préacs aujourd'hui, leur nombre et leur répartition sur le territoire. Ça va donc nous servir à poser le cadre. Je sais que vous êtes nombreux à avoir sollicité ce questionnement dans le formulaire. Donc, c'était important de prendre le temps de le faire pour bien comprendre ce qu'est un préac et quel rôle il joue aujourd'hui dans l'éducation artistique et culturelle. Donc, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un préac? Donc, un préac, c'est un pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle. Concrètement, c'est une structure partenariale. Chaque préac est porté par une convention, excusez-moi, entre trois acteurs principaux, à minima, évidemment, qui est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles d'une région, le rectorat d'une académie, le ou les rectorats des académies concernées par cette région, notamment à travers la DAC, la DRA-EAC ou encore l'EAFC. Et enfin, et surtout, une structure culturelle qui apporte son expertise d'un domaine spécifique et privilégié. C'est donc ce triangle-là qui fonde chaque pôle et qui les constitue. Ensuite, donc, un préac, il s'ancre dans une région et une académie, comme vous avez pu le constater à travers cette convention cadre qui régit la formation de ce préac. Mais évidemment, son rôle ne s'arrête pas aux frontières de sa région, même s'il y est actif. Chaque préac a aussi un rayonnement et doit avoir un rayonnement national. Ses ressources, ses formations, ses expérimentations sont conçues pour bénéficier à l'ensemble du territoire français. Euh, voilà, c'est très important. Donc les préacs, ils existent depuis 2007, à la suite d'une circulaire interministérielle. La circulaire, donc je vous ai mis, je pourrais vous donner accès au PowerPoint si vous le souhaitez, la circulaire de 2007, du 12 avril 2007. Ils sont pilotés conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture. C'est important de rappeler cet engagement et cette politique conjointe à l'endroit de l'EAC et donc à l'endroit des préacs. Depuis le 2022, c'est pour ça que c'est moi qui vous présente ce webinaire, ils sont coordonnés par l'INSEAC du CNAM, situé à Guingamp. N'hésitez pas, Aude et Aurélia, si vous souhaitez prendre la parole dans cette présentation et ajouter. Non, non, on va te laisser œuvrer, Julie, avec le diaporama que tu maîtrises, et puis on est présent naturellement pour répondre aux petites questions. Parfait. Merci Aurélia. Donc maintenant qu'on a posé les bases de la construction, du conventionnement et de la structuration d'un préac, qui j'espère est clair, mais sur le temps de questions, on n'hésitera pas à revenir dessus. On va s'intéresser maintenant à ce que sont les missions et les enjeux d'un préac. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, on voit deux grands axes. Le premier, c'est effectivement de contribuer à développer une culture commune de l'éducation artistique et culturelle. L'idée, c'est vraiment que tous les acteurs de l'éducation, les enseignants, les artistes, les médiateurs, les professionnels de la culture, du périscolaire, de la jeunesse, du médico-social, puissent partager ensemble des références, des méthodes, une manière de penser et de pratiquer l'EAC sur l'ensemble du territoire et sur leur territoire respectif. Cette culture commune, c'est ce qui permet évidemment d'avancer ensemble au-delà des cloisonnements et également de partager et d'arriver au bout, in fine, au 100% EAC, politique publique, qui permet à tous les enfants, quel que soit leur temps et leur lieu de vie, de pratiquer une activité artistique ou culturelle. Le deuxième axe, c'est donc, à travers cette culture partagée, de susciter l'envie et l'engagement des acteurs et des professionnels de mettre en œuvre des projets impliquant directement les enfants et les jeunes dans des projets concrets. Donc, c'est pour des projets qui soient effectivement conçus à l'école, au collège, au lycée, dans une structure culturelle, une association, un centre de loisirs, de penser des projets pour réussir à rassembler tous ces temps de lieu et de vie. Donc, on est bien d'accord, double ambition, d'un côté, structurer et nourrir une culture professionnelle, partager, de l'autre, encourager des actions pour participer au 100% EAC.
Ces deux enjeux majeurs, hein, ils s'incarnent dans des outils et des actions que l'on peut résumer autour de trois grands piliers. D'abord, les ressources. Chaque PRAC produit, capitalise, diffuse, compile des ressources. Ça peut être des dossiers éducatifs, pédagogiques, des vidéos, des carnets de recherche, des méthodologies de projet. Ces ressources, elles sont accessibles à tous les professionnels, encore une fois, de l'EAC, tous les acteurs de l'EAC, et permettent de partager largement l'expertise accumulée. Ensuite, c'est les formations. Et ça, c'est un des volets les plus visibles et les plus importants, si tant est qu'il y en ait un, des préacs. Rappelons que depuis 2022, les préacs ont été positionnés comme acteurs privilégiés de la formation continue en éducation artistique et culturelle. Donc, la production des formations des préacs est un des volets les plus importants. Ils organisent à la fois des formations nationales, celles dont on va parler aujourd'hui, mais également des formations territoriales, académiques, plus ancrées localement. Ces formations, elles vont permettre d'expérimenter, de croiser des regards et de faire émerger encore une fois à leur endroit cette fameuse culture commune pour ensuite être retransmise, être essaimée dans les territoires des stagiaires. Et enfin, dans les actions des préacs, c'est l'animation d'un réseau d'expertise. Chaque préac anime est référent d'une communauté de professionnels, que ce soit du milieu, encore une fois, éducatif, artistique, culturel, de médiation, de responsables culturels, médico-sociaux. Le rôle du PRAC, c'est de mettre les personnes en lien, de faire circuler les savoirs et les pratiques et de maintenir une dynamique collective autour de l'éducation artistique et culturelle. Donc, quand on parle des préacs, aujourd'hui, il faut voir comme des pôles vivants. Ils produisent, ils diffusent, ils forment et ils connectent. Chaque préac travaille et est positionné, se positionne sur un domaine artistique ou culturel identifié. Vous l'avez vu, on vient de le dire, dans la structuration d'un préac, il y a bien une structure culturelle porteuse d'une expertise spécifique qui entre en jeu et qui est partenaire. C'est donc sur ce domaine-là que va reposer le préac. Parmi les 11 préacs de prédilection sur lesquels repose l'éducation artistique et culturelle, excusez-moi, nous trouvons donc les arts visuels, le cinéma et l'audiovisuel, la CSTI, culture scientifique, technique et industrielle, l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, le patrimoine, la mémoire, les arts du cirque et de la rue, la danse, la musique, le théâtre, art du mime et du geste, et enfin, livre, lecture, écriture et oralité. Donc, chaque prac développe son expertise sur un domaine, mais attention, ces domaines ne sont pas des cases fermées. Il me fallait vous les présenter puisque les préacs reposent dessus, mais ils sont surtout des points d'ancrage dans la pratique. Les projets de formation et les projets de ressources croisent souvent plusieurs champs. Et c'est justement cette transversalité qui fait la recherche du réseau des préacs et évidemment, vous le savez également, de l'éducation artistique et culturelle. Aujourd'hui, il existe 39 préacs actifs répartis sur tout le territoire national. Chacun est donc adossé à un des domaines et chacun s'ancre également par son partenariat dans une région et une académie précise. Cela signifie que partout en France, que ce soit en métropole comme en outre-mer d'ailleurs, il existe des préacs qui développent des formations et des ressources autour de leur domaine. Si vous regardez la carte, alors la carte ici, elle est vraiment sous forme de carte, c'est une liste voilà, assez brute. Si vous allez sur le site de l'établi de l'EAC, sur la page des préacs, vous aurez une cartographie qui vous permet de repérer où se situent les formations et les préacs et de pouvoir les découvrir aussi individuellement. Sur ce temps de webinaire d'1 h 30, on n'avait pas le temps de tous les présenter, évidemment. Je vous invite vivement à aller visiter chacun de ces 39 préacs. Certains d'ailleurs ont des sites associés, vous pourrez découvrir leur activité. Donc n'hésitez pas à y aller. Je rappelle que chaque préac, si il s'incarne dans un réseau des préacs qui vous est présenté, possède cependant son fonctionnement et sa programmation propre, notamment sur son territoire, en région et en académie.
voilà, j'ai essayé de respecter le temps pour qu'on ait le temps de tout faire, d'être assez exhaustive. Voilà donc pour cette première partie consacrée à la présentation de qu'est-ce qu'un préac. N'hésitez pas, je vois Aurélia qui allume sa caméra, donc je vais la laisser compléter. Et puis ensuite à poser, c'est un moment qui est pour vous, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question ou intervenir dans le chat et je vous donnerai la parole. Aurélia. Non, je ne souhaitais pas spécialement compléter. Donc, Aurélia Vesperini, je suis chargée de mission pour l'éducation artistique et culturelle au sein du ministère de la Culture. Peut-être laisser les questions venir, ce qui nous permet, même si ta présentation était extrêmement claire, peut-être de commencer à répondre à une ou deux questions. Bon, ben, c'était très clair, a priori. Ah, voilà. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. La convention dont vous parliez, c'est-à-dire la structure partenariale, le rectorat de l'académie et la structure culturelle, qu'entendez-vous par structure partenariale et structure culturelle? C'est quoi la distinction entre les deux, si vous pouviez préciser, s'il vous Alors en plaît? fait, bien sûr, en fait, une structure culturelle devient de fait, en étant signataire d'une convention, une structure partenariale. C'est juste le voilà. D'accord. J'ai dû employer les 2 terminaisons parce que dans le cadre de la convention, tout le monde est structure partenaire, hein, puisqu'il y a une convention signée, de travail entre eux, une convention cadre. Mais effectivement, la structure culturelle, ça peut être c'est un peu dans tous les pracs qui existent, il y a des théâtres, il y a des fonds d'art contemporain, il y a, enfin bon, la liste est vraiment très longue. Il y a même un prac qui est porté. Toute structure culturelle qui possède en soi une forme d'expertise, si vous voulez, dans son champ de domaine. Ce que Julie Wozniak, parce que là, on avait un délai qui est assez court, c'est pour ça qu'on vous engage ensuite à soit prendre directement notre attache, soit aller sur le site de l'établi. C'est une présentation qui n'est pas une présentation exhaustive. Comme le rappelait Julie, la question des pôles de ressources d'éducation artistique et culturelle précédait même 2007, hein, puisque la Constitution, c'était 2002, dans le cadre des pôles nationaux de ressources, où le principe était assez simple, c'est-à-dire l'assemblier, je n'ai pas d'autres termes en fait, ou d'autres mots, un assemblier entre un partenaire culturel fort de son expertise et puis l'ensemble des autres professionnels qui concouraient déjà à l'époque à l'éducation artistique et culturelle, à savoir prioritairement évidemment l'éducation nationale et aussi le ministère de la Culture. Mais dès l'époque, il était bien question aussi de l'élargir à l'éducation populaire et à un ensemble aussi d'autres acteurs. Donc dans certains pôles de ressources d'éducation artistique et culturelle en région, vous allez avoir même plusieurs structures culturelles associées et vous pouvez même avoir un comité de pilotage élargi, signataire de la convention, qui relève d'autres services déconcentrés des services de l'État, que peuvent être en fait la direction régionale de la jeunesse, par exemple, ou du ministère de l'Agriculture, etc. Comme chaque préac en fait a des formes d'autonomie, toute l'originalité en fait, si vous voulez, repose bien sur cet assemblier qui fait que chaque préac constitue en tout cas son comité de pilotage sur lequel il y a un accord cadre autour d'une convention qui stipule précisément les engagements de chacun et qui ensuite décline un plan d'action qui est à la fois territorial et ensuite national. Là, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Merci beaucoup. Si je parle et que mon micro est fermé, ça. N'hésitez pas, vous avez la place et l'espace là de poser les questions, donc n'hésitez pas. Je ne vais pas dire c'est le moment ou jamais, puisqu'évidemment vous pouvez revenir vers nous, mais profitez-en. Bien, je pense qu'on ne va pas perdre plus, il n'y a pas d'autres mains levées. Merci pour ces éclairages, c'est parfait, sur la nature des structures culturelles partenaires. Bien. Alors, je vous propose de continuer. S'il y avait d'autres questions qui revenaient, de toute façon, voilà, les temps de questions sont récurrents et on pourra tout à fait remonter des questions, même si elles n'ont pas de rapport direct avec la partie que l'on vient de passer. Je vous propose donc d'entrer dans la seconde partie du webinaire qui va s'intéresser, qui est consacrée à ce qui constitue l'action centrale des préac, qui sont donc les formations nationales.
Chaque année, ces formations sont un temps fort pour le réseau. Elles permettent de croiser des regards, de partager des pratiques et de nourrir de nouvelles recherches, de rencontrer ses pairs, des artistes, des chercheurs, des médiateurs. Elles constituent des espaces précieux où on peut à la fois se former, expérimenter et surtout réfléchir ensemble aux enjeux éducatifs et culturels aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter pendant cette partie les publics cibles de ces formations nationales, les objectifs généraux, les contenus, méthodes, construction de ces formations et enfin les modalités de participation et d'inscription, enfin, plutôt à l'inverse, d'inscription et de participation. Donc, premièrement, le public cible. Donc, à qui s'adressent ces formations nationales Préac? Donc, elles ne concernent pas tout le monde distinctement. Elles ciblent prioritairement et principalement des personnes dites, je ne trouve pas de meilleur terme, des personnes dites ressources. Donc, il s'agit de cadres, de formateurs, de prescripteurs de formation ou encore de porteurs de projets ESC ambitieux. Et donc, c'est des professionnels, des acteurs qui, après la formation, vont être en mesure de transmettre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris et de partager les outils et les méthodes dans leur propre réseau professionnel. Donc, ces personnes ressources, elles viennent de 3 grands domaines, de 3 grands champs. Et c'est là la seconde spécificité des formations nationales Préac, c'est qu'elles sont effectivement intercatégorielles. Elles vont s'adresser au domaine de l'éducation, de la culture et enfin le champ de l'enfance et de la jeunesse. Donc, je peux détailler ce qu'on entend par personne ressource dans chacun de ces champs. Ça risque d'être un peu didactique. Vous l'avez de toute façon, vous avez tous eu le catalogue, vous allez pouvoir retrouver ces trucs. Et je vois que Aurélia en plus s'affiche. Non, ah, bon, donc elle s'affiche toute seule. Donc, je ne vais pas le faire là. On peut revenir après dans le temps de questions-réponses si vous souhaitez un peu plus de précision. Très clairement, dans le domaine de l'éducation, ça va être principalement justement les délégations académiques à l'éducation artistique et culturelle ou les DRA-ESC, les directions des régionales à l'éducation artistique et culturelle, des correspondants académiques en sciences et technologies, les référents EMI, les référents académiques, voilà, les corps d'inspection, chefs d'établissement, toutes ces personnes qui sont en capacité d'essaimer. Pour le domaine et la culture, du domaine de la culture, pardon, ça va être des conseillers, des DRAC, des responsables d'écoles d'enseignement, enfin voilà, tout ce qui encadre, des artistes également, des professionnels qui sont engagés dans le champ de la transmission. Il ne s'agit pas de monter en compétence sur une pratique artistique, mais bien de monter en compétence sur une expertise d'éducation artistique et culturelle, et donc ensuite de pouvoir la mettre en pratique et la diffuser dans son réseau professionnel et ses équipes. Voilà, et autour du domaine de l'enfance et de la jeunesse, ça va être, les profils attendus sont principalement des cadres d'administration, des formateurs, des référents culture, des réseaux professionnels de l'animation et de l'éducation populaire, comme le citait tout à l'heure Aurélia Vesperini, également des formateurs de professionnels de la petite enfance, hein, des éducateurs PJJ, etc. Voilà, donc la liste est longue. Je vous invite à vous y référer dans le catalogue et puis on peut en reparler sur le temps de questions-réponses. Julie, je me permets juste de compléter quand même pour les professionnels de la culture parce que je me réjouis en tout cas des gens qui se sont inscrits. Il faut rappeler que quand on entend professionnels de la culture de manière extrêmement large et qu'on se réjouit aussi d'avoir des acteurs, des collectivités territoriales qui sont naturellement aussi la cible et qui sont bienvenus hein, dans ces formations. Complètement. Merci pour cette précision. La culture est un terme voilà, extrêmement vaste et effectivement un référent culture d'une collectivité voilà, ou même un membre d'une collectivité qui anime une équipe sur son territoire est évidemment plus que le bienvenu. Les publics étant abordés, je vous propose maintenant de regarder les objectifs généraux de ces formations nationales, justement au regard des publics qui sont attendus, hein, des publics cibles, et intercatégoriels et en potentiel d'essaimage. Et ces objectifs, évidemment, avant les objectifs spécifiques de chaque formation. Toutes les formations répondent à ces objectifs généraux. C'est donc
on le redit et on va le redire, c'est bien de s'approprier une culture commune de l'EAC afin de mieux comprendre les enjeux éducatifs, culturels et sociaux. Et ce, non seulement dans le contenu propre de la formation, mais également en rencontrant des professionnels d'horizons différents. Le second objectif, c'est d'explorer une problématique spécifique et actuelle. Donc ça, qu'on détaillera tout à l'heure, par exemple, dans les 18 exemples de cette année. Donc s'interroger sur une question sociétale et puis d'articuler la recherche, les apports théoriques et les apports pratiques. Le troisième objectif, c'est de vivre des expériences artistiques et méthodologiques, se mettre soi-même en posture de pratique, comme vont l'être ensuite, in fine, les élèves, les enfants et les jeunes dans les projets. Hein, rappelons les trois piliers, la théorie, la rencontre et la pratique. Ensuite, développer des compétences pour concevoir et conduire des projets autour de la méthodologie de projet. Et enfin, et surtout, préparer, justement, l'objectif, c'est de préparer le réinvestissement et l'essaimage dans les équipes, dans les territoires, dans les établissements, que le stagiaire puisse repartir équipé pour, à son tour, asseoir ou une formation ou un projet ou motiver ses équipes à produire un parcours d'éducation artistique et culturelle ou toute autre forme de AC. Toutes les formations sont construites autour d'un domaine de AC, hein, souvent et même surtout le domaine de prédilection du préac lui-même, auquel va s'ajouter un questionnement, une problématique spécifique qui va interroger un questionnement de société, culturel, artistique. Et puis souvent, en tout cas, ils y sont incités, ils travaillent autour de ça avec une dimension interdisciplinaire. Comme on l'a indiqué tout à l'heure dans les champs, hein, les domaines de l'EAC ne sont pas des champs fermés, mais bien qui doivent travailler et qui travaillent entre eux justement pour nourrir les propositions. Donc souvent, les formations allient plusieurs domaines, plusieurs champs disciplinaires. Sur ces trois bases vont pouvoir se dessiner tout au long des formations des axes de travail et de réflexion. Ils s'intéressent à la méthodologie. Les formations s'intéressent à la pédagogie et à la médiation. Voilà, ces trois champs qui peuvent être sollicités et, alors, je l'autorise, et intégrés dans des projets d'éducation artistique et culturelle. Les formations nationales des préacs sont toutes construites autour de 3 temps. En EAC, ça marche par 3, hein, les 3 piliers, les 3 temps. 3 temps de transmission pour les stagiaires. Il y a des temps d'information théorique sous forme d'intervention d'experts, donc de conférences, de webinaires. Alors, des fois, ça peut être en webinaire, de choses assez didactiques et descendantes, des panoramas ou de recherche ou de ce qui existe ou de réflexion, des ateliers de pratique où le stagiaire lui-même expérimente le domaine et la question abordée, et enfin des temps de partage d'expérience. L'idée, c'est vraiment de faire groupe pour croiser les regards, pour confronter les pratiques, pour échanger entre pairs et puis réfléchir ensemble, pour que les stagiaires réfléchissent ensemble justement à comment transférer les apports dans son propre contexte et à comparer leur façon, c'est tenté qu'on puisse comparer, mais en tout cas à croiser leur façon, leur posture et leur façon de travailler autour de cette politique publique. Donc ces 3 dimensions, à la théorie, la pratique et l'échange, c'est vraiment l'ADN des formations nationales préac pour s'assurer que chacun reparte avec les connaissances complètes, une expérience et des pistes pour mener ensuite ces projets. On a expliqué j'ai expliqué assez généralement ce qu'était une formation nationale dans ses grands principes. Je vous propose d'aborder maintenant, je regarde l'heure, c'est bon, on est très bien, les modalités d'inscription et de participation. Donc ça va être un temps un petit peu plus long. Je vais solliciter dans un deuxième temps
les intervenants Aude Gérard, Jean-Michel Platier et Nathalie Morand pour mieux expliciter la partie éducation nationale. Pour l'instant, voyons l'inscription générale. Donc, la première étape, c'est évidemment consulter l'offre. Je dirais même que la première étape, et ça ne fait pas partie de mon diaporama, et c'est bien dommage, c'est de diffuser l'offre. Je sais que parmi vous, en voyant vos profils, il y a aussi plusieurs profils qui sont tout à fait en capacité justement d'avoir une vision globale sur leur territoire, dans leurs équipes, et qui peuvent diffuser justement l'information et avoir un projet de formation, avoir un projet de diffusion justement déjà en amont pour pouvoir mobiliser des personnels, des personnes ressources qui vont pouvoir s'inscrire. Donc, c'est bien là, en fait, la première étape qu'il faudrait noter. Donc, ensuite, consulter l'offre, évidemment, programme, date, objectif, lieu. Attention, vigilance, chaque formation a une date de clôture des candidatures qui lui est propre. Soyez très vigilants, notamment pour les formations qui se déroulent dans cette première partie d'année scolaire, dans ce premier trimestre. Les dates de clôture de candidature sont assez proches, donc je vous invite vraiment à y faire attention. On les reverra là par la suite dans la présentation, mais c'est important. Ensuite, déposer sa candidature motivée. Donc, chaque formation propose un lien, un formulaire de candidature en ligne qu'il faut remplir qui déroule plusieurs questions, et notamment une question importante sur le profil du futur stagiaire, du candidat, sur ses motivations et sur sa capacité justement d'essaimage. Ensuite, les candidatures qui sont reçues sont sélectionnées dans le cadre du comité de pilotage. Alors, je me permets de parler de ce terme puisqu'on l'a introduit justement en première partie. Un préac part justement, puisque c'est une structure partenariale, partage des temps de réflexion décisionnelle et technique. Et il y a des comités de pilotage qui s'assurent justement de respecter les grands objectifs et les grands enjeux du préac lui-même et ensuite des formations. Donc, une sélection est entreprise pour sélectionner les candidats qui vont pouvoir participer à cette formation, qui a lieu en général la semaine qui suit la date de clôture des candidatures. C'est assez rapide. Une fois que la sélection est faite, c'est à ce moment-là qu'une confirmation d'inscription est adressée au candidat retenu. Enfin, les informations pratiques sont évidemment transmises aux stagiaires retenus. Je précise que l'inscription d'un stagiaire vaut engagement à suivre l'intégralité du parcours, notamment quand c'est des parcours hybrides, mais également pour les parcours en présentiel où une formation s'entend, si elle est sur 3 jours, c'est sur 3 jours pour pouvoir valider. Des attestations de présence peuvent être délivrées à l'issue de la formation. Voilà. Donc ça, c'est pour le cadre général, pour pouvoir s'inscrire. Dans ce cadre général, il y a un cadre particulier, c'est les inscriptions et les candidatures pour les candidats de l'éducation nationale. Donc là, je vais me mettre en retrait, je vais inviter Aude Gérard et ses collègues du bureau de la formation à prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez? Très On n'a bien. pas fait de test avant, donc tout va bien. Oui, alors effectivement, concernant l'inscription, je voudrais juste porter à votre attention une vigilance, parce que dans un contexte, on va dire, de tension budgétaire, il y a la problématique de la prise en charge des frais de mission, des déplacements, etc.
et c'est l'académie qui est garante, qui est responsable de tout ça. Donc, il y a vraiment nécessité pour pouvoir participer à ce type de formation de candidater en concertation préalable avec les corps d'inspection, avec la DAC et l'école académique de la formation continue, parce que c'est elle vraiment qui est garante de l'autorisation d'engagement des dépenses et qui conditionne le départ des stagiaires et la prise en charge de leurs frais a posteriori. Voilà. Et voilà. Donc, de toutes les manières, que ce soit sur le territoire de l'Académie porteuse ou un autre territoire, il y a vraiment la nécessité de pouvoir candidater vraiment en dialogue avec toutes ces entités qui peuvent faciliter aussi l'inscription du stagiaire. Voilà. Par ailleurs, à savoir que c'est le catalogue de formation là, que Julie nous présentera tout à l'heure, des 18 formations nationales là, pour celle de cette année. Ça peut être aussi un outil de dialogue et pour des candidatures. Le mot m'échappe. Les candidatures désignées, c'est-à-dire les cadres d'une académie peuvent se rapprocher, on va dire, d'un agent et l'inviter à candidater et à accompagner sa candidature. Voilà. Les deux manières de procéder sont encouragées. Voilà. Et bien sûr, ensuite, sur la sélection des candidatures, c'est bien le comité, comme disait Julie tout à l'heure, le comité de pilotage qui sélectionne les candidatures. Et ensuite, ce sont les EAFC qui inscrivent les candidats. Et voilà. Et la candidature n'est retenue que lorsque l'EAFC a inscrit le candidat sur l'outil de gestion du PNF. Voilà. Si Jean-Michel et Nathalie souhaitent compléter. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Aude. Je pense que tu as été quasi exhaustive sur les conditions d'inscription au séminaire du PNF. Ce que je voudrais rappeler, peut-être préciser, c'est que les inscriptions des personnels éducation nationale faites par les EFC remontent à l'administration centrale qui valide les candidatures et la validation d'Angaïa entraîne les éditions des ordres de mission. Et donc, la liste d'émargement, les stagiaires émargeant in situ durant leur formation, et nous renvoyons ensuite les listes d'émargement aux AFC pour que chacun puisse se faire rembourser frais de transport, d'hébergement et de restauration prévus par les textes. Voilà. Merci beaucoup Aude, merci beaucoup Jean-Michel pour ces précisions. Cette partie étant la dernière de la présentation des formations nationales, s'il y a des questions, justement, profitons-en. Donc voilà, donc on a fait un panorama de ce qu'est une formation nationale, de comment s'inscrire, de qui est attendu. N'hésitez pas à lever la main ou à noter vos questions dans le chat. Nous devons être particulièrement clairs aujourd'hui. Non, Marie-Laure Cotte, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Excusez-moi, c'est une question un petit peu terre à terre, mais en lien avec ce qui vient d'être dit concernant les moyens, puisque les EAFC en fait remboursent a posteriori
les dépenses engagées par les stagiaires et que l'on doit arbitrer en partie avec cet élément qui concerne le financement. Est-ce que, je ne sais pas, hein, je n'ai jamais vu les documents nécessaires, mais est-ce qu'on a une idée il faut, enfin, au moment où les candidatures sont posées, des moyens que ça demande au niveau des déplacements et de l'hébergement pour savoir si ça rentre dans le budget de l'EAFC possiblement remboursé. Enfin, vous voyez, c'est parce qu'en effet, c'est assez tendu, on nous l'a dit, hein, au niveau des budgets concernant les formations. Et voilà, donc je ne sais pas. En amont, finalement, comment ça se monte au niveau du budget envisagé. Alors, Alors, je peux peut-être indiquer que chaque académie est autonome, chaque recteur et chaque SG, chaque directeur de FC est autonome pour désigner une délégation de stagiaires à inscrire pour un séminaire du PNF. C'est chaque service donc académique qui doit, en fonction de l'enveloppe dont il dispose, pour chaque séminaire inscrit au PNF, déterminer combien de stagiaires il envoie à un séminaire et quel budget est consacré, notamment pour le remboursement des frais. D'accord. Donc, la situation est localement varie selon les académies. Il y a des académies qui sont très en tension, les académies ultramarines, les académies, je citerai de Nice, Montpellier. Voilà, il y a des vraies problématiques budgétaires. Du fait de l'éloignement, quand les séminaires se déroulent à Paris, par exemple, ou lorsqu'ils sont déconcentrés dans le nord de la France ou dans l'ouest. Donc voilà, ces questions d'éloignement géographique sont au cœur de cette problématique des budgets consacrés. Alors, si c'est la raison pour laquelle il y a un fort taux de participation pour les préacs lorsque un séminaire de l'académie d'accueil, voilà, donc là, ça peut engendrer Oui, de bien sûr, bien moindres sûr. frais de déplacement, d'hébergement, et là, on peut constater effectivement une plus grande participation de ces académies concernées. D'accord. Je vous remercie. Alors, si je peux me permettre de compléter ce qu'a dit Jean-Michel Platier, Nathalie Morand au bureau de la formation également, plutôt les académies ont le retour sur les publics susceptibles de participer aux différentes actions de PNF, plutôt elles sont en capacité d'arbitrer sur l'ensemble des actions prévues. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu insisté, enfin qu'on insiste un petit peu, pardon, sur la nécessité de pouvoir inscrire chacune des personnes participant aux délégations, et ça leur permet d'avoir une vision un peu méta sur tout ce qui est prévu sur l'année scolaire en cours. et d'où l'intérêt d'avoir publié cette année un catalogue justement complet avec une possibilité de pouvoir candidater dès le début de l'année sur toutes les formations nationales préac pour justement avoir une vision et pouvoir répartir correctement les personnes ressources, parce que n'oublions pas que les préac, voilà, justement, doivent être, il s'agit de sélectionner en académie les personnes qui vont être en capacité ensuite de pouvoir rapporter dans l'académie même. Alors, excusez-moi si je prends là, je ne voudrais pas parler à la place, par exemple, de Aude Gérard, mais c'est bien ces personnes qui vont être sélectionnées qui vont être en capacité ensuite de pouvoir former sur leur territoire, sur leurs académies, une cohorte de nouveaux professionnels et pour le coup, cette fois-ci, à moindre frais. Donc, la sélection est importante. Et pour répondre, et après, je laisserai la parole au suivant, à une question dans le chat qui rebondissait, qui questionnant le professionnel d'éducation nationale est-il sélectionné par le COPIL et ensuite sa candidature envoyée à la DAC et à l'EFC? Attention, c'est un peu plus complexe que ça. Le personnel éducation nationale va d'abord, avant même de candidater, s'assurer qu'il a la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'avant même et je vais revenir sur ma diapositive précédente, excusez-moi, avant même de candidater, il doit avoir un accord de principe par son EAFC et son supérieur hiérarchique direct.
c'est ensuite qu'il peut candidater. Il y a une partie d'ailleurs où on demande dans les formulaires de candidature, avez-vous une autorisation de votre EAFC, de votre supérieur hiérarchique? Et ensuite, effectivement, là, on arrive, une fois que le candidat a été retenu, et là, je vais relaisser la parole à Aude, puisque c'est elle qui maîtrise le plus cette étape-là. Oui, tout à fait. C'est plus il aura pris de précautions en amont et en dialogue, on va dire, avec la hiérarchie et le territoire, que voilà, que la candidature peut être tenue. Et voilà, et de toutes les manières, ce sont les moyens quand même, voilà, les moyens de l'EAFC. Voilà, c'est le AFC qui tranche, hein, de toutes les façons. Par ailleurs, ces profils, savoir que les profils éducation nationale aussi qui sont concernés par le face-à-face pédagogique, que cette question-là doit être vraiment très anticipée pour pouvoir évidemment organiser avec le chef d'établissement les remplacements ou la prise en charge des élèves voilà, qui n'auraient pas cours à ce moment-là. Merci Aude. Alors attendez, il y a une deuxième main levée. Je n'arrive pas à voir le nom. Charlie Vurpillot, pardon. Oui, c'est moi. Bonjour. Donc, moi, je suis à la tête d'un réseau qui s'appelle Culture, Médias et Associations au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Enseignement agricole. Et en fait, au sein de l'enseignement agricole, on a une discipline qui s'appelle l'éducation socioculturelle avec des enseignants dans chaque lycée agricole. Et donc, j'ai été notamment invité par Aurélia Vespérini pour ça et je la remercie parce que c'est très intéressant. Et ma question, c'était parce que nous, dans le PNF de l'enseignement agricole, les préacs n'apparaissent pas, c'est sûr et certain. Ça pourrait à terme, parce que je vois que dans l'éducation nationale, ils apparaissent être pertinents de travailler dans ce sens-là. Ma question, c'est est-ce que historiquement, vous avez eu dans les préacs des liens avec l'enseignement agricole ou des enseignants de lycée qui seraient venus ou qui auraient participé sur les territoires? Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais en tout cas, moi, ça me questionne pour la suite. Voilà, merci. Alors, je peux peut-être me Vas-y, permettre de répondre. je t'en prie, Aurélia, bien sûr. Merci beaucoup, Charlie, d'être présent et de représenter à toi tout seul les enseignants socio-culturels. Ce que je disais au début et peut-être un peu rapidement, l'histoire des préacs, en fait, elle s'est construite depuis presque plus de 25 ans. Donc, en fait, chaque préac aujourd'hui ou chaque pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle a pu, évidemment, en son sein, accueillir des professionnels des lycées agricoles ou des MFR. On s'est rendu compte, d'où aussi l'importance de renouveler ces préacs et aussi avec la coordination de Julie Wozniak pour l'INSEAC, de pouvoir régénérer en fait l'intercatégoriel et de pouvoir renouveler ces publics pour renforcer justement la présence du ministère de l'Agriculture et de ses personnels pour véritablement travailler à cette question intercatégorielle, mais aussi favoriser au sein du système éducatif, en fait, des approches qui sont relativement diverses. Donc, je pense aujourd'hui que justement, c'est un petit peu le maillon faible, hein, pour être tout à fait honnête, le fait que finalement, l'enseignement agricole ne soit pas suffisamment représenté, c'est ce sur quoi on aimerait pouvoir retravailler à terme, notamment dans le cadre de l'intégration naturellement au PNF pour l'année prochaine, mais aussi dans le cadre du comité de pilotage national, puisque vous avez en responsabilité plus de 800 établissements et à peu près 40 000 apprenants. Et donc, c'est aussi pour le ministère de la Culture un public ou en tout cas des jeunes bénéficiaires sur lequel il y a un attachement très fort qu'on espère en tout cas pouvoir renouveler, notamment dans le cadre de la Convention nationale qui serait enfin signée d'ici la fin de l'année et qui nous permettrait de pouvoir asseoir aussi ce comité de pilotage puisque les préacs font partie de cette Convention nationale. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci Aurélia. Y a-t-il d'autres questions sur cette partie générale sur les formations nationales, de leurs objectifs à leur candidature? Aurélia, je t'en prie, tu peux reprendre la parole.
En fait, je voulais juste repréciser aussi dans la difficulté et en même temps dans des belles perspectives qu'on souhaite construire. Comme vous l'avez vu, là, on évoque beaucoup le public de l'éducation nationale, mais naturellement, pour l'ensemble des autres professionnels, les candidatures sont libres et sont régies en lien avec leur cadre professionnel propre. Donc, ce qu'il faut savoir évidemment aussi, et c'est aussi la difficulté, c'est que ces formations, certes, sont gratuites, mais toutes ne sont pas bénéficiaires de formations Calliope, etc. Et qu'on rentre bien dans une difficulté pour nos professionnels, pour les artistes particulièrement, de la difficulté aussi d'une reconnaissance et d'une légitimité dans le cadre de cette formation pour leur propre défraiement. Donc ça, c'est aujourd'hui encore un écueil de ces formations nationales, bien qu'elles soient gratuites et ouvertes à tous. Effectivement, cette précision est importante. Et c'est bien parce que ces formations sont gratuites qu'on a du mal aussi à les faire rentrer notamment se faire certifier Calliope et c'est bien cette gratuité qui rend les choses difficiles. Claire Lenormand, j'ai pas eu le temps de voir le nom de famille Claire Normand. Je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Oui, ça y est. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, très bien. Bonjour, nous on a la chance d'être artiste intervenant à la formation qui aura lieu en 106 en janvier sur la musique et les sens. Sur ce toute nouvelle formation du Préac Musiques Actuelles. Donc justement, j'en avais entendu parler depuis un moment des Préac parce qu'on fait beaucoup de projets EASC, mais j'assiste juste pour bien connaître en fait ce à quoi on participe. Et enfin, pas juste, c'est très important de le savoir. Et en fait, justement, je ne savais pas trop que les artistes pouvaient proposer leur candidature pour participer. Et je voulais connaître un peu le pourcentage, vous, dans les formations, du coup, de ce qui se passait globalement. Est-ce que vous avez un pourcentage? Est-ce que ça, c'est plus le secteur de l'éducation qui postule, le secteur, voilà. Ça, c'était effectivement quelque chose que je n'avais pas encore perçu. Merci beaucoup. Alors, merci de vous être inscrite parce que c'est une très belle démarche et je m'aperçois qu'elle était nécessaire en plus puisque ça permet de rappeler effectivement cet élément phare de l'intercatégorialité des publics des formations nationales. La réponse va être assez claire pour le cadre, c'est-à-dire que les comités de pilotage qui sont chargés d'instruire les candidatures et donc de sélectionner les stagiaires sont tenus d'avoir un ratio, travaillent dans ce sens, d'avoir un ratio équitable et ça joue forcément sur... il peut y avoir plus de candidatures dans un domaine, in fine, il sera assuré, ils essaieront d'avoir un équilibre dans la formation pour que justement la formation réponde à ce partage entre acteurs issus de différents domaines. Après, dans les faits, et puisque vous en êtes la preuve, ne sachant pas, par exemple, qu'un artiste pouvait candidater, qu'il y a un historique plutôt ancré dans des candidatures un peu plus nombreuses du côté éducation nationale. Ceci dit, depuis 2 ans, on voit vraiment un basculement s'opérer sur des candidatures de plus en plus nombreuses côté culture et également qui commencent à l'être côté enfance et jeunesse. Aujourd'hui, sur une formation, selon les chiffres, on est à peu près à moitié-moitié éducation nationale et culture et enfance et jeunesse. Et je laisse mes collaboratrices compléter. Non, vous dire, et c'est très juste en fait que que quelque part ce juste équilibre nous garantit aussi cette vraie visée intercatégorielle, que dans les professionnels de la culture, on va retrouver un certain nombre d'artistes, mais aussi des coordinateurs de collectivités territoriales ou des acteurs du champ professionnel, mais tout dépend de la discipline encore une fois, et de la proposition. Si on est plutôt dans le champ patrimonial, on va retrouver aussi un certain nombre de professionnels issus par exemple du champ muséal. Si on est plutôt dans les secteurs du livre, on va retrouver des réseaux de bibliothécaires ou des réseaux médiathécaires. En tout cas, toute cette diversité dans ce qu'on entend nous par professionnels de la culture, elle répond à l'ensemble des champs de domaine qui nous ont été présentés. Vous dire aussi aujourd'hui que l'attention qu'on peut porter à la présence d'artistes, elle est extrêmement importante, notamment dans les champs évidemment de domaine de la création, mais que ça suppose que ces artistes en fait ne soient pas simplement au
aussi dans une découverte de l'éducation artistique et culturelle, mais soient bien dans une logique aussi d'essaimage et d'accompagnement, notamment dans le cadre de projets de résidence de territoire ou dans le cadre d'artistes associés sur un lieu labellisé ou de scène conventionnée de territoire, etc., etc. Donc j'allais dire que le recrutement, même si je n'aime pas beaucoup le terme, est plutôt lié véritablement au projet de l'artiste ou de sa compagnie à pouvoir s'inscrire dans cette dimension de formation, parce qu'ensuite il va être vraiment dans une logique aussi d'essaimage territorial ou d'un apport qui concourt en tout cas vis-à-vis des enfants et des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a cette dimension aussi, je suis un peu rapide, mais il y a cette dimension aussi, comme le disait Julie aussi rapidement, de questionnements qui sont des questionnements aussi ouverts ou des questionnements sociétaux. On voit de plus en plus aussi de formations qui s'interrogent et qui se posent aussi la question naturellement de l'adresse à la jeunesse et donc de bien mesurer en tout cas aujourd'hui qu'est-ce qu'elle traverse quand on parle des jeunesses, quand on parle des enfants, quand on parle des acteurs. Et on peut retrouver aussi des professionnels qui sont plutôt aussi du champ, j'allais dire, de la culture santé ou des champs du culture handicap ou des acteurs qui sont des artistes qui sont engagés fortement dans ces projets de territoire, mais qui aujourd'hui s'adressent aussi à la jeunesse. Donc il y a une grande diversité, si vous voulez, des professionnels qui interviennent et tout l'enjeu de la sélection, elle est véritablement liée à la motivation. C'est ce qui va faire ensuite les quotas, quelque part, d'accueil dans ces formations intercatégorielles. Je n'ai peut-être pas été claire. Ah si. En tout cas, merci beaucoup. Je transmettrai. Aude, tu veux... J'avais vu la main levée, mais elle s'est rebaissée. Non, d'accord. Il y a une question dans le chat qui parle de la vigilance quant au délai d'inscription pour les personnels, notamment éducation nationale, qui doivent se déplacer hors académie et qui souhaitent réserver leur déplacement à l'avance. Chaque préac, donc vous l'avez compris, gère sa date limite de candidature, sa sélection et ses inscriptions. Elles sont pensées pour justement laisser cette place à ce délai justement d'inscription par les EAFC dans les modules correspondants et donc à l'envoi des ordres de mission pour les réservations. Tout est fait en tout cas dans ce maximum-là. Il arrive que des impondérables, notamment pour les inscriptions en tout début d'année, soient un peu réduites, mais dans la grande majorité des cas, les semaines, l'ouverture d'une communication privilégiée sur une formation se fait bien 12 semaines à l'avance pour une clôture 6 semaines à l'avance, 6 semaines avant la date de la formation pour avoir le temps justement de préparer ces étapes-là. Est-ce que j'ai répondu Ça a l'air. Alors, je vous en prie, prenez la parole. Je vois une main levée. Il faut mettre votre micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Je me suis inscrit aujourd'hui, mais je vous avoue franchement que je ne savais pas trop si j'avais ma place ou pas, mais ça m'intéressait en tout cas de savoir de quoi il en retournait. Moi, je vis et travaille en Martinique. J'ai regardé le catalogue dans la suite là, des diapos, et c'est vrai par exemple qu'il n'y a aucune formation proposée en Martinique. Alors, je ne connais pas, hein, je ne connais pas le travail du préac, si il y en a en Martinique ou pas, donc je ne sais pas s'il y a déjà eu des formations proposées. En tout cas, j'imagine que oui. En tout cas, il n'y en a pas cette année, visiblement, dans le catalogue. Et c'est vrai que quand je regarde les dates proposées, alors, il y a du distanciel, j'ai vu aussi, donc ça, c'est quand même pas mal. Mais en présentiel, c'est extrêmement compliqué puisque j'ai vu que les formations duraient 2-3 jours. Et bon, voilà, ça me paraît, même si on peut avoir des aides, voilà, ça me paraît lourd de faire 8 heures d'avion aller, 8 heures d'avion retour. Voilà, plus un déplacement en région, etc. Voilà, ça me paraît un petit peu compliqué. C'est vrai que je pensais que c'était des formations un peu plus longues, par exemple. Voilà, donc, mais c'est pas grave, je découvre. Mais peut-être que je prends la parole aussi pour dire que sur nos territoires, voilà, c'est pas évident, quoi. C'est pas facile parce que on est loin, tout simplement. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vais faire un premier, après je laisserai la parole à un premier point de réponse pour le préac.
Donc, ce que je n'ai pas précisé, ce que j'aurais peut-être dû préciser, et j'en profite pour le faire, c'est qu'il y a bien 39 préacs qui sont actifs, qui sont sous convention aujourd'hui sur le territoire, mais qui ne proposent pas tous chaque année une formation nationale. Vous l'aurez compris, une formation nationale est un gros projet qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Généralement, les préacs préfèrent proposer d'une année tous les 2 ans une formation nationale. Certains font des pauses un peu plus longues, certains en proposent tous les ans. Mais ça, c'est vraiment propre au fonctionnement du préac en soi, voilà, sur sa manière de travailler. Il y a un préac, un tout jeune préac en Martinique qui a été créé l'année dernière et qui a proposé à l'occasion de sa création une première formation nationale qui s'est donc tenue l'année dernière. Cette année, ils ont une année creuse dans les formations nationales, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs par ailleurs sur d'autres propositions. Et effectivement, donc pour la troisième partie de la réponse, la question du déplacement, notamment pour les départements territoires d'outre-mer, est une question complexe auquel une réflexion est engagée. Et je vois la main levée de haute que je vais laisser compléter. Oui, tout à fait. En fait, ce préac, effectivement, ce jeune préac qui a apporté une formation nationale l'an dernier, j'ai cru comprendre, moi, en dialogue avec le territoire, qu'il y avait bien des formations de proposer cette année, mais des formations territoriales. Voilà, c'est ce que appellent certains préacs des formations rebonds ou des résonances. Et voilà, et donc je vous invite à vous rapprocher de ce préac, puisque moi j'ai cru comprendre que ce préac voilà, continue d'exister cette année, même si il n'y a aucune formation nationale de proposer. Voilà. Et par ailleurs, voilà, nous avons engagé une réflexion avec les préacs qui sont portés dans les territoires insulaires pour essayer de penser des formats, voilà, des formats hybrides peut-être plus complets et plus conséquents pour pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre de bénéficiaires, voilà, hors territoire. Peut-être Aurélia, souhaites-tu compléter? Non, tu as tout dit, si ce n'est que bien sûr qu'on mesure en fait l'ensemble des difficultés et comme Aude le rappelait, un certain nombre de pôles de ressources d'éducation artistique ne proposent pas systématiquement un séminaire national. C'est pour ça que vous ne les voyez pas apparaître aujourd'hui dans ce contexte précis, puisque là l'objet c'était bien de vous présenter ces formations. Donc il ne faut pas hésiter non plus, une fois que vous aurez découvert le site un petit peu de l'établi, de pouvoir avoir les contacts et de vous rapprocher en tout cas des personnes qui constituent en fait ces pôles de ressources, soit parce que vous allez pouvoir y retrouver de la ressource, soit parce que vous allez pouvoir vous inscrire. Et là, on est plutôt dans des enjeux intercatégoriels de formation académique. Vous dire aussi que naturellement, au sein du ministère de la Culture, on mesure bien ces difficultés d'isolement et que c'est d'autant plus important aujourd'hui pour nous qu'on essaye de mettre en place en fait une énième feuille de route sur les territoires ultramarins, que cette question aussi de prise en compte des besoins de la jeunesse, de participation et aussi de problématisation tout simplement des droits culturels sur ces territoires nous paraît extrêmement important aussi, et c'est en lien avec la Direction générale à la création artistique sur ces plans art, enfants, jeunesse, et que tout ce dialogue se fait avec la DAC de Guadeloupe. Vous dire aussi qu'il n'y a pas de pôle de ressources d'éducation artistique non, en Guadeloupe, qu'il y en a un en Martinique et qu'il y en a un aussi actif sur le territoire de la Réunion. Merci Aurélia. Lily, excusez-moi, je vous interpelle par votre prénom, mais je n'ai que ça qui s'affiche. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Très bien. Oui, donc je suis Lily Lecmouli, je suis artiste, danseuse et directrice artistique de la compagnie Le Bleu du Feu, qui va être présente sur le réseau JMF les deux prochaines années. Je remercie Capucine d'ailleurs de JMF pour l'invitation. Et nous sommes également présents en tant que structure sur les plateformes Adage et Passe Culture. Et je voulais savoir en fait, en tant qu'artiste et en tant que
directrice artistique de cette structure. Quelles sont les actions que nous pourrions réaliser ou quelles sont les personnes auprès de qui on devrait se rapprocher pour pouvoir développer nos activités dans cette logique-là. Et en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi auprès des préac? Merci. Alors peut-être je peux essayer de répondre, bien qu'un échange peut-être ultérieur serait important. Là, le cadre des pôles de ressources d'éducation artistique ne permet pas directement à ce qu'une structure culturelle ou une compagnie ou un collectif puisse proposer directement une activité ou un accompagnement spécifique d'ingénierie culturelle, sauf à considérer que le pôle de ressources, dans son autonomie, propose justement des temps sur les territoires d'information à ce titre. Donc là, tout dépend en fait de votre spécificité, de votre champ de domaine et de votre référentiel pour pouvoir vous faire connaître par rapport à un pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle. Déjà peut-être dans un premier temps aussi pour vous inscrire dans un contexte en fait de montée justement en compétences ou de valorisation de vos compétences avec l'ensemble des stagiaires pour pouvoir vraiment travailler sur ces questions de collaboration. Mais en aucun cas le préac en fait sert, si vous voulez, une forme d'ingénierie d'appui, de mise en réseau de compagnies qui souhaiteraient travailler sur leur territoire. Ça n'est pas l'objet même du pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle. En revanche, vous allez pouvoir retrouver dans ce pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle, par association de cet assemblier que j'évoquais tout à l'heure, en fait, des personnes ressources. Et en fonction de votre territoire, vous allez pouvoir, à un moment donné, peut-être recréer du lien. Mais ça n'est pas l'objet premier. Merci. Et je vais me permettre d'ajouter que s'il vous semble être porteur d'une expertise particulière dans un champ formatif qui pourrait être intéressant, intégré à une formation nationale préac sur un domaine donné, alors excusez-moi, je n'ai pas retenu votre domaine de pratique et de création, mais effectivement, avec cet annuaire des préac qui est présenté sur le site de l'établi, ensuite, à votre charge, effectivement, de vous présenter et d'expliquer votre travail et votre expertise et qui pourrait potentiellement intéresser sur une future formation un préac pour vous faire participer dans la construction de leur formation. Mais là, on n'a pas d'action, nous, on ne peut pas agir directement. Merci beaucoup. Nos champs d'action, c'est danse et musiques actuelles. On est spécialisé en spectacle vivant. D'accord. Donc, vous allez voir, il y a ces deux domaines dans lesquels il existe, il y a 6, que je ne me trompe pas, 6 préac qui reposent sur ce domaine de la danse. Et 2 préac autour, enfin un précisément autour des musiques actuelles, et un chansons francophones des musiques actuelles. Donc, voilà. J'ai toujours une main levée, mais je crois que c'est qu'elle n'est pas descendue. Depuis tout à l'heure. Si personne ne prend la parole, c'est que la main n'était pas descendue. Nous avons a priori fait le tour des questions. Je n'en vois pas d'autres. Je vous propose de passer à la présentation. Il nous reste une toute petite demi-heure. Je vais essayer d'être rapide sur la présentation de ces 18 rendez-vous de la saison 2025-2026. Ça va être des vrais résumés. Vous avez de toute façon, vous aurez de toute façon, et vous avez déjà accès à ce catalogue. Ensuite, plus précisément, en allant sur le site de l'établi, sur les pré-programmes qui sont déjà en ligne. Et je précise qu'aujourd'hui, à ce jour, tous les pré-programmes sont en ligne, ainsi que tous les formulaires de candidature. Donc, n'hésitez pas, voilà, à l'issue, à y aller directement. Les programmes, eux, définitifs, arrivent au fur et à mesure de la temporalité des formations, en général une douzaine de semaines avant la formation. Et encore une fois, pour ces temps de formation en début d'année, c'est un peu raccourci, mais ils arrivent au fur et à mesure. Mais dès à présent, vous avez un panorama vraiment général et assez fourni de ce que proposent les formations. Donc, cette année, 18 formations portées par 18 préac. Nous le redisons, c'est 18 préac parmi les 39 qui sont en activité. Je vais remettre ma caméra, c'est peut-être plus agréable d'avoir la personne qui vous parle, même si vous suivez le diaporama.
Ce sont des formations de 2 ou 3 jours, la plupart en présentiel, mais nous avons cette année plusieurs parcours hybrides, où notamment les temps de théorie sont proposés à distance, justement pour faciliter les inscriptions et les défraiements, et pour réussir à condenser ce qui est temps de rencontres et de pratiques en présentiel et d'avoir les informations plus descendantes, plus théoriques à distance. 8 régions sont concernées cette année par l'implantation de ces formations, mais nous le rappelons, si je précise là 8 régions, c'est à titre indicatif puisque ces formations sont bien ouvertes à tout candidat sur le territoire entier de la France. La première formation commence aujourd'hui. Il y en a une qui se joue aujourd'hui, qui a ouvert, et la dernière sera en mai 2026. Donc celle qui se joue en ce moment, donc j'irai plus vite dessus en ne disant pas, c'est une formation de 3 jours sur 20 heures en présentiel à Lyon, qui s'attache qui est adossée à la Biennale de la danse, à la Maison de la danse et autour du spectacle L'Enfance majeure de Julien Fournet et de la compagnie L'Amicale. Voilà, donc ça s'intéresse à l'enfance, au jeu, à l'autodétermination, l'expérience collective, à la danse. Je vais aller vite dessus puisque vous ne pouvez plus vous inscrire. Elle est en cours en ce moment. Elle a rempli sa jauge et nous attendons avec impatience les retours de ses stagiaires. Alors ça, d'ailleurs, ça me permet de profiter là sur ces 2 premières formations que je vous présente, que plusieurs des préacs proposent des formations qui s'adossent à des temps forts culturels, notamment des festivals. Nous avons des préacs qui sont autour du festival international de la bande dessinée, donc le préac bande dessinée. Nous avons il y a des préacs qui s'adossent notamment là au festival, et c'est la formation que je vais vous présenter de la Festival de la marionnette à Charleville-Mézières, la Biennale de la danse, enfin voilà, il y a tout à... Donc c'est assez... il y a également le préac Transmettre le cinéma aujourd'hui, qui, quand il propose, s'adosse sur le Festival de Cannes. Voilà, et évidemment les francopholies aussi. Donc voilà, donc ça c'est assez récurrent, des préacs qui s'adossent dans leur formation à un événement phare de l'activité culturelle de la structure porteuse. Donc la prochaine formation qui arrive, qui est aussi dans le cours de la semaine, donc à laquelle vous ne pourrez plus vous inscrire aujourd'hui, c'est Jeunesse en jeu, faire éclore l'engagement des jeunes en festival, donc qui se déroule donc pendant 3 jours cette semaine, au cœur même du festival de la marionnette à Charleville-Mézières. Je vais passer très rapidement et ne pas vous présenter les objectifs, puisque ce serait trop douloureux pour vous, vous ne pouvez plus vous y inscrire. Ceci dit, restez en alerte, puisque le préac marionnette propose régulièrement des formations nationales adossées au festival de la marionnette. La 3e formation de l'année est portée par le préac écriture et théâtre contemporain francophone. Il s'intitule Résistance au féminin. Elle aura lieu du 1er au 3 octobre en présentiel à Limoges. Il est porté par en structure culturelle les francophonies et encore une fois la DRAC et le rectorat. Je vais à chaque fois appuyer sur la structure culturelle qui vous permet d'avoir une accroche plus visible et plus compréhensible des enjeux de la formation. Il s'agira là de découvrir les dramaturgies d'Afrique et les diasporas, en particulier celle du monde méditerranéen, et comprendre les enjeux de la création dans ces espaces-là. D'également de découvrir comment les écritures de femmes dont le point de départ est souvent l'intime et le sensible, vont pouvoir interroger la politique et l'éthique. Il s'agira aussi, à la fin de la formation, d'être capable d'entrer dans une œuvre théâtrale et d'en comprendre le sens, d'accompagner les élèves ensuite ou les jeunes dans la découverte de ces textes, de prendre conscience du rôle social, politique et culturel du théâtre contemporain francophone et enfin de transposer les démarches acquises, enfin pas acquises, les démarches artistiques qui auront été découvertes
de sublimation pour initier un travail théâtral avec les jeunes. Donc, programme ambitieux d'un préac qui travaille depuis de longues années autour de ces questions de l'écriture et du théâtre contemporain francophone à travers des enjeux de société assez forts. La quatrième formation, c'est la formation portée par le préac Art et Paysage, qui est en Nouvelle-Aquitaine, sur 2 structures partenaires, le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain de Nouvelle-Aquitaine, précisément sur l'antenne de Limoges, et le Centre international de l'art du paysage, pardon, qui est sur l'île de Vassivière, au sud de Limoges. Donc avec cette formation, vous allez pouvoir aborder la question du paysage, mais pas de manière académique ou descriptive, mais bien de vivre une expérience immersive à travers des œuvres visuelles et des œuvres d'art contemporain, à travers les expositions et le fond du centre à Vassivière et celui du FRAC Artothèque de Nouvelle-Aquitaine, qui sont des lieux où l'art dialogue directement avec le paysage. Les stagiaires pourront être plongés dans des dispositifs numériques, notamment de réalité virtuelle, spatialisation sonore, images à 360, mais aussi dans des œuvres in situ, notamment à Vassivière, qui invitent à ressentir physiquement le rapport au milieu et au paysage. Donc bien sûr, au-delà de ces outils, la question centrale de cette formation sera celle du spectateur. Comment passer d'un regard extérieur, un regard distant de spectateur, à une véritable expérience incarnée du paysage? Comment devenir participant, habitant, acteur d'un environnement? Donc voilà, donc cette formation est sur 2 jours en présentiel et également 2 jours à distance. Alors, ce n'est pas des jours pleins, c'est des sessions d'1 h 30, 2 heures, des moments théoriques qui, eux, sont proposés en amont et en aval de la formation, un temps théorique et un temps de bilan qui vient compléter ces 2 jours en présentiel. La formation qui suivra, je ne sais plus, je vais arrêter de les compter, je crois que c'est la 5e formation de l'année, qui est portée par le préac Cinéma et s'intitule Série, incarner l'émergence de nouvelles représentations. Elle se passe sur 3 jours sur Lyon, du 17 au 19 novembre, et a également un webinaire prévu le 14 novembre, donc en clôture, qui sera un temps de restitution et de bilan. L'ensemble fera 20 heures et les candidatures là sont ouvertes jusqu'au 6 octobre 2025. 6 octobre. Il s'agira de connaître, à travers cette formation, de pouvoir connaître les enjeux économiques et esthétiques des séries et l'impact de ces nouvelles représentations au cinéma, de mobiliser et de transmettre des outils professionnels de tournage adaptés au contexte éducatif, collège, lycée, centre culturel, centre de jeunesse, voilà, ces lieux où vivent le AC. Travailler de façon collective sur un projet d'éducation d'artistique et culturelle, travailler ensemble, entre pairs, en intercatégoriel, pour s'approprier des méthodologies de travail collaboratif à la fois artistiques et, alors j'écris pédagogique, mais on est bien au-delà, c'est éducative. Et enfin, identifier les enjeux d'un tournage avec les jeunes et avec les élèves. Donc, je le redis, vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 6 octobre 2025. Ensuite, c'est la formation nationale qui s'intitule Scène et Sciences, créer, transmettre, coopérer, qui est portée par le préac Spectacle Vivant, qui est dans les Pays de la Loire et qui est portée comme structure culturelle par le Grand Air, qui est scène nationale. Pays de la Loire. Donc cette formation, elle va permettre d'interroger les croisements entre spectacle vivant et science. Elle prendra appui sur le spectacle À la recherche des canards perdus de la compagnie Verticale des Tours. Les stagiaires vont être amenés à réfléchir à la manière dont la scène peut devenir un espace de dialogue entre les artistes et les scientifiques. Donc, comment un spectacle peut-il rendre accessible des enjeux très complexes, comme par exemple le changement climatique ou la recherche scientifique? Comment il va pouvoir inventer de nouvelles formes de récits et de transmission? Voilà, se questionner autour de ça. Donc, pendant 2 jours, les participants vont alterner les ateliers,
les ateliers pratiques, les apports théoriques, les temps de réflexion collective, hein, comme l'essence même des formations préac, pour pouvoir, in fine, apprendre à concevoir des projets qui équilibrent ces deux champs, sans bien sûr réduire l'art à l'outil. On est bien dans des postures de dialogue et d'interdisciplinarité, et non pas qu'un domaine se sert de l'autre, et inversement. Voilà, donc la formation se passe sur 2 jours, en présentiel du 2 au 3 décembre, et elle a un temps d'ouverture théorique, hein, obligatoire, donc qui fait partie de la formation, le 25 novembre, à distance. Je fais un petit aparté dans la présentation pour préciser que si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous avez donc accès au pré-programme qui est sur le site de l'établi, et qu'il y a à chaque fois également un contact, le coordonnateur ou la coordinatrice du préac et donc de la formation, et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter par mail pour avoir plus de renseignements, ou voilà, et qui sauront vous en dire plus encore sur leur formation que moi-même aujourd'hui. Ensuite, nous avons en 7e, 8e formation la formation L'eau en héritage, de la lecture du paysage patrimonial à la recréation artistique. Quels enjeux et quelles approches en EAC? Cette formation est portée par le tout nouveau, tout jeune Préac Patrimoine et Recréation qui est né cette année. C'est une formation qui se passe sur 2 jours en présentiel, le 27 et le 28 novembre 2025, et qui aura son temps théorique d'ouverture sur 2 heures le 18 novembre. Les temps présentiels se passent à Ancenis-Saint-Géréon. C'est donc dans les Pays de la Loire. Et c'est un préac un peu particulier qui s'adosse, ce préac, lui, est adossé non pas à une structure culturelle, mais à une collectivité. Donc la ville d'Angers, le service patrimoine de la ville d'Angers, donc qui apporte un regard supplémentaire, voilà, sur l'éducation artistique et culturelle. Donc cette formation va placer l'eau au centre des réflexions, l'eau comme patrimoine, l'eau comme ressource et l'eau comme matériau poétique et comme enjeu éducatif. Donc, pendant 2 jours, les stagiaires vont explorer les patrimoines de l'eau sous toutes leurs formes, paysages, architecture, pratiques immatérielles, usages sociaux. Ils vont pouvoir vous allez pouvoir visiter des sites emblématiques, notamment au fil de la Loire, puisque là, c'est encore le moyen de rappeler que c'est des formations qui sont ancrées à des territoires, mais qui sont pensées pour un essaimage national. Donc, ce qui est vécu en territoire est à chaque fois adaptable, imaginable, transposable sur vos territoires de pratique que sont les vôtres. L'objectif sera de montrer comment l'eau peut devenir un support de création contemporaine et un levier pour travailler la mémoire et le territoire. Donc voilà, donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 octobre 2025. Ne tardez plus pour vous positionner. Ensuite, c'est la formation nationale portée par le préac Chansons francophones et musiques actuelles, qui est adossée aux Francopholies de La Rochelle, qui est un des plus vieux préac existants, qui propose une formation nationale cette année pour la première fois sur une thématique encore qu'il n'avait pas explorée, et qui s'appelle Musique, corps et santé, l'art vecteur d'épanouissement. Donc la formation va proposer une rencontre singulière entre la musique, le corps et la santé. Elle va se dérouler à La Rochelle, hein, dans le cadre du chantier des Francopholies, et prend appui notamment sur le spectacle Bruissement. Donc pendant 3 jours, les stagiaires vont être invités à explorer la voix, la respiration, le geste, l'écoute à travers des ateliers sensibles, et ils vont pouvoir expérimenter l'expression musicale et corporelle comme un vecteur d'attention à soi, d'attention aux autres et un chemin vers l'épanouissement. Excusez-moi. Je n'ai pas précisé, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 octobre 2025. Il s'agirait de ne pas tarder non plus. Ensuite, le préac Patrimoine et archéologique propose cette année une formation qui s'intitule Archéologie et jeunes publics. Comment montrer l'invisible? C'est une formation sur 3 jours, uniquement en présentiel, et qui se déroule à Arles, qui n'est pas dans la région, qui n'est pas dans l'académie
qui structure le préac, mais qui est excentré, qui est sorti du territoire en expérimentation, donc qui se situe à Arles et qui permettra de comprendre la façon dont les enfants et les adolescents appréhendent ce qui est invisible euh, dans le cadre de l'archéologie, hein, ou en tout cas moins visible, et de construire des activités pédagogiques adaptées, d'identifier les professionnels de l'archéologie qui pratiquent ces spécialités, de décrire ce qui est invisible, ce qui est moins visible, et d'y associer les techniques pratiques permettant de les donner à voir au jeune public, de les donner à comprendre. Et à travers ces objectifs, c'est surtout à la fin d'ouvrir une réflexion plus large, c'est comment l'EAC peut-elle nous donner à percevoir ce qui échappe à nos yeux, en fait, et à donner une épaisseur sensible au patrimoine archéologique. Cette formation-là a d'ores et déjà son programme complet et finalisé à disposition. Et les candidatures, il faut se dépêcher puisqu'elles se clôturent le 30 septembre voilà, 2025. Oui, merci Nathalie. Mais pour rappel, vous retrouverez le lien. Évidemment, je le rappellerai aussi. Mais voilà, là, on va vite pour ne pas vous prendre toute votre soirée. Mais évidemment, vous retrouvez tout ça et le lien, je vous le mets à la fin du PowerPoint. Ensuite, le préac Art, Culture et Numérique, qui est en Nouvelle-Aquitaine, qui est porté par la structure culturelle l'Espace Mendes France, et plus particulièrement sa structure, le lieu multiple, propose une formation sur 2 jours, de 18 heures, uniquement en présentiel, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 13 octobre. Cette formation, positionnée à la croisée de la géographie et du numérique et de la création artistique, va vous offrir de vous interroger sur la manière dont on représente le monde et où on peut imaginer d'autres mondes. Les stagiaires vont ainsi pouvoir expérimenter la cartographie sous différentes formes, la carte analogique, la carte sur table, mais aussi des outils numériques comme l'intelligence artificielle générative. Tout cela sera abordé à travers des conférences, des ateliers de fabrication et un moment de performance artistique. Et tout cela va vous permettre de voir comment les technologies aujourd'hui transforment nos représentations, mais aussi comment elles-mêmes peuvent être détournées pour nourrir les imaginaires collectifs. Voilà, c'est bien tout l'enjeu ici, cette dualité qui se joue dans cette formation. Les participants repartiront, c'est important, je me le suis noté, mais pour vous le dire, avec des ressources concrètes pour développer l'esprit critique des jeunes face aux technologies et pour imaginer avec eux des représentations alternatives des territoires, rêvés, futurs ou imaginaires. Vous pouvez candidater jusqu'au 13 octobre. Enfin, on en parlait tout à l'heure, ensuite, le préac Musiques Actuelles qui se reforme avec une toute nouvelle structure qui est la SMAC le 106, qui se situe sur la région de Normandie, qui propose une formation de 2 jours, de 14 heures en présentiel, le son dans tous les sens. Vous pouvez candidater jusqu'au 10 novembre, cette fois-ci, 2025. Donc la formation va vous proposer de redécouvrir le son en passant par les sens. Voir le son, toucher le son, éprouver physiquement les vibrations, toutes ces expériences qui vont renouveler votre rapport à la musique et vous permettre de transmettre justement ce renouvellement à votre tour. Vous allez pouvoir expérimenter des dispositifs sensoriels, simples et accessibles, comme fabriquer des objets sonores, explorer des musiques expérimentales et contemporaines. Et le point fort de la formation sera aussi la question de l'accessibilité qui va être centrale. Comment rendre le phénomène sonore intelligible pour les publics très jeunes ou les publics en situation de handicap? Comment inventer des médiations qui passent par le corps, la perception, l'expérience sensible? Je me dépêche, nous sommes en train de dépasser notre créneau, je vous prie de m'excuser. Ensuite, le préac Archéologie qui propose une formation qui s'intitule Enfance. C'est sur 2 jours en 12 heures en présentiel à Bordeaux le 5 et 6 février 2026 et les candidatures, elles, sont ouvertes jusqu'au 5 décembre.
Vous allez pouvoir aborder l'enfance, mais à travers le prisme singulier de l'archéologie et de l'anthropologie. Que nous disent les traces archéologiques sur la place des enfants dans les sociétés anciennes et comment les représentations de l'enfance ont-elles évolué au fil du temps? Je vais de plus en plus vite pour éviter de perdre de plus en plus de monde. Le préac design graphique va lui proposer cette année une formation qui s'appelle Didactique visuelle, le design graphique à destination de la petite enfance. Ce sera du 2 au 4 mars 2026 à Chaumont, adossé au CIGN, un centre international du design graphique, et qui permettra de s'interroger sur qu'est-ce que la didactique visuelle et comment le design graphique peut-il être utilisé à destination, et c'est la seule formation qui propose ça cette année, de la petite enfance, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans. Elle va proposer d'imaginer des médiations visuelles adaptées à la petite enfance. Et également de pouvoir visiter, parce qu'elle est adossée elle aussi à une activité culturelle, notamment du CIGN, qui est les petits spécimens, qui est un parcours d'exposition directement adressé aux plus jeunes et qui permet d'interroger les œuvres et les dispositifs pensés pour le public. Le préac art contemporain, localisé en Bretagne, propose une formation de 2 jours sur Rennes. Les lieux sont encore à définir, voilà, les 12 et 13 mars, avec également un webinaire d'échange et de clôture le 5 mars, qui s'appellera Art et littérature en dialogue, langage, récit et outils pour le récit, qui proposera d'explorer la rencontre entre les arts visuels et la littérature, tout simplement. Là, comme ils disent, et c'est leur terme, où les disciplines se croisent, se frottent, se réinventent. Voilà. Comment un livre peut devenir un objet plastique, performé, détourné, indiscipliné, et comment les artistes s'emparent des mots pour les transformer en manière visuelle, et comment à leur tour les plasticiens se laissent traverser par les récits. Voilà. Vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Nous arrivons à la fin, l'avant-dernière l'antépénultième formation Voix comme en danse, corps chantant, corps dansant est portée par le préac Danse Nomade en Nouvelle-Aquitaine et se situera pour cette 3e année de son cycle à Limoges. Cette formation va proposer une exploration des liens entre la voix et le corps, danser comme on chante ou chanter comme on danse. Ça va être une invitation à repenser la relation éducative à travers le sensible. C'est 3 jours en présentiel, c'est une formation danse de 23 heures et vous allez pouvoir candidater jusqu'au 14 décembre 2025. L'avant-dernier, on est presque à la fin. Le préac opéra et expression vocale propose une formation opéra et écologie questionnée notre rapport en vivant. 3 jours à Montélimar, du 25 au 27 mars, et un webinaire plusieurs mois après, qui sera le 16 septembre, et qui permettra, lui, de vraiment pouvoir prendre conscience des retombées et du bilan des stagiaires à l'issue de cette formation et de ce qu'ils ont pu en faire dans leur territoire et avec leurs équipes. Cette formation prendra l'appui sur une œuvre singulière qui est l'opéra itinérant, Le sang du glacier, mis en scène par Angélique Clérand. Donc, et cet opéra lui-même soulève une question brûlante. Comment les récits lyriques peuvent-ils nous aider à repenser notre rapport au vivant? Donc, les stagiaires vont pouvoir explorer les croisements entre art, écologie et sciences et vont travailler sur les nouvelles esthétiques de l'art contemporain et sur ces dispositifs itinérants et mobiles, et de travailler sur l'éco-conception et les productions artistiques. Vous pouvez candidater à cette formation jusqu'au 31 janvier 2026. Nous arrivons à la fin, le préac Art du Cirque, qui est adossé au Centre national des arts du cirque, le CNAC, à Châlons en Champagne, propose une formation sur 3 jours, uniquement en présentiel, qui sera dirigée, organisée par la compagnie Retour Ramon. Donc, il s'intitule La ville en piste, revisiter l'espace urbain par le cirque, et qui permettra d'activer une expérience physique, mais tout en questionnant la manière dont le cirque peut transformer le regard sur la ville. Quel récit produit-on à la traversant autrement, notamment
avec des méthodes circassiennes. Quelle pédagogie inventer pour travailler avec les jeunes sur l'espace urbain, l'architecture, les usages de la cité. Vous pouvez vous inscrire à cette formation jusqu'au 30 janvier 2026. Et enfin, ultime formation de la saison 2025-2026, corps humain et plus qu'humain, quelle pratique chorégraphique pour repenser notre rapport au vivant, qui est porté par le préac Danse contemporaine, qui se passe sur 3 jours, 28 heures en présentiel à Barbiré-sur-Ouche, qui est dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez candidater jusqu'au 10 mars 2026. On est un peu plus large, vous avez le temps de potasser le programme. C'est une formation qui va proposer de regarder comment la danse contemporaine devient un terrain d'exploration des relations entre les humains et les non-humains, les milieux naturels, les altérités sensibles, les temporalités étirées, les écologies souterraines. Donc, c'est pendant 3 jours, les stagiaires pratiqueront en forêt, dans les jardins, sur des sols spécifiques. Voilà, on est au contact de la nature, de vivre des ateliers de mise en situation chorégraphique et des échanges également avec des chercheurs autour de ces pratiques. L'idée, c'est de repartir avec une expérience physique et sensible qui promet d'être assez forte et avec des outils pour repenser vos propres projets en lien avec les écologies et le vivant. J'ai été très rapide. Nous venons de passer les 18 formations. Vous l'avez vu, à chaque fois, il y a une cohérence de fond cette année dans le questionnement de questions de société assez engagées et engageantes pour vivre ces expériences justement comme un levier d'émancipation et de citoyenneté. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il est tard, j'ai perdu beaucoup de participants. N'hésitez pas, ceci dit, à les poser. Si vous avez des questions très précises sur le contenu, je vous invite cependant à plutôt vous tourner vers les préac eux-mêmes porteurs de ces formations. N'hésitez pas cependant, je suis encore là. Il n'y a pas de questions. C'était très dense. Vous retrouverez plus précisément, prenez le temps de regarder le catalogue. Je vous invite vraiment à aller sur le site de l'établi de l'EAC. Le lien est ici, mais vous le retrouvez dans toutes les communications auxquelles vous avez eu accès. N'hésitez pas à également suivre mon profil sur LinkedIn, qui est un profil uniquement consacré à la publicité et à la communication autour des actions des préac et de leur formation pour ne louper aucune candidature, aucune date limite. Et puis aller arpenter et ces 18 formations et ces 40 préac, 39 préac. Qui anime aujourd'hui notre paysage en EAC en France. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une belle saison de formation et je vous dis à très bientôt.